Bonsoir à tous, d'abord et ravi de vous retrouver pour ce nouveau forum. C'est le premier de l'année 2020 et donc on est bien heureux d'être avec vous ici. Il fait pas beau dehors, donc vous avez bien fait d'être là parmi nous. Sous forme de leçon de clôture, après une journée de débat entière sur le thème du conflit, c'est donc une grande table des idées qui vous est proposée en public aujourd'hui dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Notre invité, il est avocat au barreau de Paris, spécialisé dans le droit de la presse et la liberté d'expression. Il était le co-auteur l'an passé d'un éloge de l'irrévérence avec Georges Kiegemann chez Grasset et d'un roman, un an plus tôt, Tyrannie. Avocat du journal Charlie Hebdo, il le sera de nouveau à partir du 4 mai lors du procès des complices des auteurs des attentats de 2015. Bonjour Richard Malka. Bonjour. Le conflit, si je vous donnais 2 minutes tout d'abord pour le défendre ou au contraire pour l'attaquer, est-ce que vous pensez que le conflit aujourd'hui est nécessaire dans une société? Est-ce que vous feriez l'avocat du conflit? Ah oui, moi, après avoir fait l'éloge de l'irrévérence, je ferais bien l'éloge du conflit. D'abord parce que c'est mon métier. Je ne pense pas qu'il y ait une profession qui fasse davantage culture du conflit. Un avocat, c'est quelqu'un qui est d'abord en conflit avec son client, qui veut toujours lui faire n'importe quoi. Et puis, il faut convaincre de la bonne stratégie. Et puis ensuite, il est en conflit, évidemment, avec l'avocat adverse, constamment. Et puis, il est en conflit avec le procureur. Il est en conflit avec le tribunal qui regarde toutes les failles. Mais ça ne s'arrête pas là. Il est en conflit ensuite quand il rentre chez lui, qu'il est avocat, par exemple, ce que je ne fais pas, mais d'un violeur ou d'un pédophile. Il faut expliquer à ses amis, à son entourage, mais comment peux-tu faire ça? Et puis il est en conflit aussi avec la société, parce que forcément, nous ne défendons pas que des causes populaires. Un jour, on défend une cause populaire, et puis le lendemain, le contraire. Un jour, on est aimé, un jour, on est détesté. On n'est pas dans l'air du temps. On doit, quand on est avocat, apprendre à ne pas être aimé, à défendre ceux qui sont réprouvés par la société, et donc à être en conflit avec la société. Donc on est en conflit, c'est une profession où on est en conflit permanent, mais c'est un conflit codifié, avec des règles, une déontologie, du contradictoire, constamment du contradictoire. Il y a une codification, il y a un code de l'honneur. Alors, je vous interromps une minute, mais juste, il y a une personne avec laquelle, visiblement, vous n'êtes pas en conflit, en tout cas, vous avez oublié de la citer, c'est vous-même. Vous n'êtes jamais en conflit avec vous-même? Il n'y a pas de conflit intérieur aussi quand on est avocat? L'avocat n'est pas en conflit avec lui-même? L'être humain est, comme vous tous, toujours en conflit. Enfin, il faut espérer, sinon on est vraiment névrosé. Donc oui, bien sûr que je suis en conflit comme être humain avec moi-même, comme tout le monde. L'avocat, si vous faites référence au problème de conscience que l'on peut avoir en défendant tel ou tel client, non. Ça, je vais peut-être choquer des gens, mais en fait, ça n'existe pas. On a parlé en préparant cette émission de ça. En fait, j'ai trouvé votre question saugrenue, tellement elle se pose pas. Jamais dans des conversations entre avocats, on se dit « Ah bah alors, et toi, tu as eu un cas de conscience ?» Non, on n'en a pas. Alors, quand on défend des gens, là, la question se pose quasiment jamais, en fait. On défend une personne, on ne défend pas ce qu'elle a fait. Évidemment, on ne défend pas le crime, on ne défend pas l'assassinat, on ne défend pas le viol, on ne défend pas les infractions, on défend la personne. Donc on essaie de faire comprendre un parcours, un cheminement, des failles, des douleurs, et de faire en sorte que sa peine soit la plus faible possible. Moi, je suis dans un cas un peu particulier où je défends davantage des causes que des personnes. Ça m'est arrivé en 28 ans une fois d'être en conflit avec moi-même. Mais c'est très rare parce qu'en général, quand la cause ne vous plaît pas, vous ne l'acceptez pas. Ou à un moment, vous sortez du dossier parce que ça ne vous plaît plus. Là, il se trouve que c'était pour le journal Charlie Hebdo. Et quand vous défendez un journal, vous ne pouvez pas, parce qu'il y a eu un dérapage et qu'il faut le défendre, dire à votre client « Ah ben non, là, moi, je ne me salis pas avec ton dossier. » Vous êtes obligé d'y aller parce que c'est un client régulier, parce que vous êtes son avocat. Voilà. Mais oui, ça m'est arrivé une fois en 28 ans. Mais c'est extrêmement rare. Alors le conflit, pourquoi nos sociétés en auraient-elles besoin? Est-ce qu'elles pourraient vivre? Est-ce que nous pourrions vivre sans conflit? C'est pas qu'elles en ont besoin, c'est que c'est la nature humaine. Vous mettez 3 personnes autour d'une table, elles seront pas d'accord.
Et comme elles ne seront pas d'accord, elles vont discuter, et puis elles vont peut-être s'enflammer, et puis il y aura un conflit, et puis c'est bien, ça permet d'échanger, ça permet de discuter, ça permet de s'enrichir même parfois. Moi je fais l'éloge du conflit, et encore plus aujourd'hui, où on a l'impression de basculer dans une société de l'hypersensibilité, où chacun réclame de ne pas être heurté, de ne pas être bousculé dans ses croyances, de ne pas être confronté à l'altérité, en fait. Mais vous voyez que ça produit... La société face au conflit, c'est justement ça. En ce moment, la société s'oppose à son conflit, s'oppose presque au conflit, oui, elle le rejette. Elle le rejette, et vous voyez bien où on en arrive, c'est-à-dire que les gens veulent rester entre eux, les gens d'accord entre eux. On en arrive à des absurdités, pour moi, pardon, les ateliers racisés, alors il y a des ateliers de blancs, de noirs, de femmes, d'hommes, mais c'est le contraire de l'altérité, de l'universalité. Le conflit, quand il est évidemment codifié et régulier, c'est un enrichissement. Il faut l'accepter. Il faut accepter d'être heurté dans ce que l'on croit. Il faut discuter, c'est juste l'art de la civilisation, de la discussion, de l'échange. Et vous voyez bien que l'on en arrive à une société qui se disloque à force d'essayer de rejeter ce conflit qui est, encore une fois, pour moi, dans la nature humaine. 2020, cette période, ce moment que nous vivons, cette nouvelle décennie, est-ce que vous avez le sentiment, Maître Malka, qu'il y a aujourd'hui de nouveaux conflits, de nouvelles formes de violence? Qu'est-ce qui a changé pour vous, précisément? Ce qui a changé, c'est que les codes, précisément ceux dont je parlais, et qui permettent de réguler les choses, de garder une honorabilité dans l'échange et dans le conflit, disparaissent. Alors, des codes formalisés, institutionnalisés, on va y revenir dans l'espace d'un tribunal, d'une cour de justice, mais en dehors, dans la société. Est-ce qu'il y avait aussi une codification informelle? Bien sûr qu'il y a une codification. Un bon ou un mauvais conflit. La codification, c'est le droit. Sur France Culture, vous ne dites pas n'importe quoi, parce que vous avez une responsabilité légale, que vous avez donc des obligations légales, que si vous dérapez, que si vous diffamez, que si vous violez la vie privée, vous avez un directeur de publication qui sera poursuivi, des amendes et des sanctions. Ce qui a changé, c'est qu'il y a un nouvel espace qui est formidable. Il ne s'agit pas de dire que le numérique et qu'Internet, c'est catastrophique, mais qui n'est pas régulé, qui commence à être régulé, mais on en est aux prémices de cette régulation. Et c'est un grand espace géré par ailleurs par des sociétés qui ne sont pas françaises, qui ne répondent pas à nos critères juridiques, à nos codes et à notre déontologie. Et donc vous avez là un espace qui est pas tout à fait de non-droit, mais quand même beaucoup d'immunité. Et là, les codes explosent. Et là, vous avez des conflits qui deviennent barbares. Alors moi, je ne dis pas n'importe quoi, ou je ne peux pas dire n'importe quoi, mais vous appuyez, soulignez souvent l'immunité de l'avocat. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Être avocat, ça vous protège de cela aussi? Ça, c'est ce qui est merveilleux dans ma profession, et c'est la dernière profession en réalité qui jouit de ce droit-là. Dans le code pénal, dans la loi de 1881, il y a 2 endroits où on jouit d'une immunité judiciaire. Alors il y en a un troisième pour vous quand vous faites des comptes rendus de débats judiciaires, précisément, pour les journalistes. Mais les 2 professions qui jouissent de cette immunité de parole, où on peut être violent, où on a le droit d'être violent, j'allais dire, être avocat, c'est parfois aussi une profession de psychopathe, parce qu'il y a ce conflit permanent, et puis il y a cette légalité de la violence. On est violent dans une salle d'audience, on est méchant, il faut symboliquement tuer l'adversaire, ce qui n'empêche pas que dès que vous sortez de la salle d'audience, et ça les clients ne le comprennent jamais, et vous serrez la main de votre confrère, et éventuellement vous pouvez aller boire un café avec lui. Mais donc il y avait ces 2 professions que sont les avocats dans une salle d'audience, immunité judiciaire, et les parlementaires dans les assemblées, l'Assemblée nationale ou le Sénat. Sauf que pour les parlementaires, maintenant il y a les caméras de télévision. Et dès qu'il y a les caméras de télévision, en fait, on ne parle plus de la même manière. On police son expression. On ne dit plus les mêmes choses. Parce que l'agressivité, ça passe mal dans les médias. Parce que la violence ne passe pas. Donc le dernier endroit où vous pouvez vous laisser aller à la dureté, à la violence, à la méchanceté, où c'est autorisé, c'est une salle d'audience. Là, la parole est totalement libre.
On évoquait les nouvelles formes de conflictualité ou de violence. Vous êtes aujourd'hui Richard Malka, l'avocat de Benjamin Griveaux, candidat déchu à la mairie de Paris. On a beaucoup entendu sur cette affaire Griveaux et c'était presque une parole transpartisane qui s'est exprimée sur l'échiquier à la fois politique mais aussi des idées et des opinions, qu'une ligne a été franchie dans cette affaire avec la diffusion de ces vidéos intimes. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment-là ? Est-ce que, sans aller sur le fond de l'affaire, mais si on parle de conflit ou de violence aujourd'hui dans la société telle qu'elle peut se manifester, est-ce qu'on est entré dans un monde sans règles ? Alors, je suis d'accord sur le côté transpartisan des réactions, et heureusement, et ça me semble normal, parce que ça, en fait, ça touche, je pense que nous avons senti que ça touchait chacun de nous, que, en l'occurrence, ça voulait dire que ce qui se passe dans nos chambres à coucher, en dehors de toute question d'illégalité, puisqu'il n'y en avait pas dans cette histoire, eh ben ça pouvait se retrouver connu du monde entier. Et ça, évidemment, ça horrifie tout le monde, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et heureusement, c'est une question de... Enfin, on ne peut pas respirer si on n'a pas cette protection de notre vie privée, si notre vie privée n'est pas inviolable dans ses aspects les plus intimes. Alors maintenant, est-ce que tout ça a explosé ? Bah, clairement, la réponse est oui. C'est une digue qui a sauté. Illégalité, mais est-ce qu'on peut placer ça aussi sur le champ de la morale, de la moralité ou de l'immoralité ? Moi, je ne sais pas ce que c'est que la morale. Il n'y a pas une personne dans cette salle qui a la même que son voisin. Donc, je ne peux pas réfléchir en termes de morale. J'ai ma morale. Je me l'applique à moi-même. Pour le reste, je ne connais que le droit. C'est tout ce qui m'intéresse. Et je n'ai pas à imposer ma morale à qui que ce soit d'autre. Et je vois, moi, même pas ce qui est... Alors, je ne vois pas en quoi on pourrait parler d'immoralité dans l'affaire que vous évoquez. Deux adultes consentants qui s'échangent des vidéos. Où est l'immoralité dans cette histoire ? Cette affaire, elle se réglera demain probablement en justice. Est-ce qu'il faut réinvestir aussi nos institutions de cette légitimité-là ? C'est-à-dire, une fois que le mal est fait, va-t-on dire, comment la justice peut intervenir ? Que peut apporter le procès ? La justice, c'est pas la solution de tous les maux de la société. Elle est nécessaire. Il faut qu'il y ait une sanction. Je crois qu'il faudra que cette sanction soit lourde parce que ce qui s'est passé est un germe de dislocation de notre vie en commun. Donc c'est grave. Et la sanction, elle devra être signifiante. Maintenant, ça n'empêchera pas que ça se reproduise. Donc la réaction judiciaire, elle est nécessaire, mais pas suffisante. Il y a aussi la nécessité d'une réaction des parents à l'égard des enfants pour leur apprendre ce nouveau monde, cet usage de ces nouveaux instruments qui sont aussi des armes, qui peuvent se transformer en armes en fonction de qui les utilise et de comment on les utilise. Et puis il y a une réaction de la société dans son intégralité. Il y a une réflexion à mener sur ce qui s'est passé. C'est profond et ça nous met tous en cause. En quoi ? On est tous concernés, tous. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas une personne ici qui survivrait à l'exposition, à la mise à nu de ce qu'il y a dans son téléphone portable et dans son ordinateur. Ça n'existe pas, sinon ce ne serait pas un être humain. Je trouverais une blague, je trouverais des photos, je trouverais des vidéos, je trouverais des mots, je trouverais des images, je trouverais quelqu'un pas déclaré, une femme de ménage ou une délicatesse avec le fisc, et je tuerais la personne, symboliquement, socialement. Donc, si tout est transparent jusque-là, alors je ne sais pas comment on fait pour vivre. On est en train d'assister à un déplacement du conflit institutionnalisé dans le cadre de la justice à un conflit qui se situerait aujourd'hui dans un espace public, médiatique, et qui prendrait d'autres formes. Pour comprendre, quand vous parlez d'une codification, d'une sorte de règle du jeu du conflit, en droit, d'ailleurs, ce n'est pas un terme conflit qu'on retrouve dans les codes. Si je ne m'abuse, on parle de litige. Quelle est la différence entre le conflit et le litige ? Je ne sais pas, effectivement, le conflit n'est pas un terme juridique. Après, bon. Alors, que fait le procès au conflit ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la nature du conflit dans une salle d'audience, dans une cour de justice ?
L'idée, c'est d'arriver... le conflit est absolument nécessaire pour arriver à ce qu'on en appelle, nous, la manifestation de la vérité. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas du contradictoire et si vous ne laissez pas une très grande liberté d'expression de ce contradictoire, y compris jusqu'à la violence verbale, c'est pourquoi l'immunité, eh bien vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à aller dans la profondeur d'un être humain et dans la profondeur de ce qui s'est passé. Et ça, c'est fascinant dans les salles d'audience, ce que j'ai essayé d'écrire et de relater dans ce roman, c'est que si vous mettez tous les acteurs d'un délit, d'un crime, dans un espace confiné, avec des règles de conflit et une liberté, et un arbitre qui est le juge, forcément, au bout de quelques jours, vous allez percevoir quelque chose. Vous allez approcher d'une réalité. Donc, en quelque sorte, le conflit deviendrait vertueux parce qu'il permet de Bien faire sûr. émerger une Bien vérité. sûr, bien sûr. Ou la vérité judiciaire. L'éloge du conflit. Et dans la salle d'audience, dans une cour, dans un tribunal, les rôles sont assez bien distribués. En général, la règle du jeu, elle est claire. C'est ça qui rend aussi le conflit exploitable, d'une certaine manière. Oui, et cette règle du jeu, tout le monde l'accepte. On fait partie d'une même confrérie. Malgré tous les conflits que l'on peut avoir les uns avec les autres, magistrats, avocats, greffiers, procureurs, mais on a quand même quelques règles communes que nous acceptons tous. Et c'est ce qui fait que c'est vivable, c'est dur, c'est même physiquement une violence extrême que l'on se fait à soi-même, parce qu'il faut y aller. Et parfois, c'est Dupond-Moretti qui raconte ça, mais lui, il dit qu'il va vomir avant de rentrer dans une salle d'audience pour plaider. Moi, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de partir, j'ai envie de me sauver, parce que c'est extrêmement violent. Mais on y va parce qu'on défend une cause, parce qu'on défend un homme. On accepte ce conflit-là, on sait qu'il est bénéfique, on sait qu'il va en sortir quelque chose, et il en sort souvent quelque chose. Et il en sort quoi? Qu'est-ce qui peut en sortir en dehors de la question de la vérité? Dans le sens où, est-ce que le procès peut convertir le conflit en un temps, une parole pacifiée? Est-ce que le conflit peut amener à une forme de réconciliation entre les parties qui se sont opposées au procès? C'est rare, mais ça arrive. Alors ça, c'est merveilleux. Quand vous arrivez à ça, alors ça veut dire que chacun a assuré sa fonction sociale, l'avocat, le procureur, les juges, mais ça n'arrive que si les parties sont relativement de bonne foi, capables d'empathie à l'égard de l'autre. C'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, ça provoque quand même une perception de la complexité des choses chez les parties, une plus grande nuance, ce qui manque souvent sur les nouveaux endroits où se déroulent les conflits, c'est-à-dire les réseaux sociaux. En entendant l'autre, c'est dur, c'est violent, c'est parfois humiliant, mais quand même on comprend les choses. On sort du complotisme, de la paranoïa. On voit qu'il y a une autre argumentation possible, qu'il y a un autre raisonnement possible. On sort d'un tribunal, en général, moins bête qu'on y est rentré. Les réseaux sociaux, ça peut être l'inverse. On va revenir à ce nouvel espace qui s'est ouvert avec les médias et les réseaux sociaux, mais on est 5 ans aujourd'hui après les attentats de 2015, c'est-à-dire l'attentat de du journal Charlie Hebdo, de ses collaborateurs, mais aussi l'attentat de Montrouge et celui de l'Hypercacher, le procès des complices qui va débuter en mai devant la cour d'assises spéciale de Paris. Vous y serez comme avocat du journal, le journal comme personne morale. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Est-ce que vous diriez que c'est un procès contre la peur plus qu'autre chose? Pour vous, en tout cas, que c'est ce que vous allez plaider? C'est exactement ça. Alors moi, j'aurais une position particulière parce que en réalité, je ne devrais pas être avocat. Dans ce procès-là, je n'ai pas la distance nécessaire. Après, l'histoire fait que je ne peux pas ne pas y être non plus. Donc j'y serai. Pour la première fois de ma vie, je n'aurais pas lu la moindre pièce du dossier parce que j'en suis physiquement incapable, mais ça me sera permis parce que je défends effectivement le journal, le symbole.
et pas les victimes elles-mêmes. Et en cette qualité-là, évidemment, mon positionnement sera plus politique que d'autres et plus historique, parce que j'ai la mémoire de ces 25 années qui ont précédé l'attentat. Et donc, oui, vous avez raison. Mon propos sera de dire, en fait, c'est la peur qui les a tués. C'est notre peur. Voilà, c'est notre peur. Je pense que si tous les journaux avaient publié les caricatures de Mahomet, puisque c'est ça le mobile du crime, ils n'auraient pas eu une cible dans le dos. Publier les caricatures, ça ne veut pas dire être en accord avec les caricatures. Moi, je comprends très bien qu'on puisse être en désaccord. Ça veut dire être en solidarité quand des gens sont menacés de mort à raison de ce qu'ils ont publié. Et ça a un sens de replacer la liberté d'expression, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit, au cœur de ce procès-là. Moi, je ne ferai que ça. Je ne sais pas faire autre chose que ça. Pourquoi il vous semble nécessaire aujourd'hui d'en faire le rappel? Mais parce que c'est le mobile du crime. Si ça ne peut pas être le fantôme de ce procès-là, pourquoi ils sont morts, si ce n'est pour la liberté d'expression? Le mobile ne peut pas être, ne pas être évoqué à ce procès. Il manquerait une pièce essentielle. L'historique, moi je l'ai vécu, la dégradation constante du climat entre les caricatures, puis l'incendie, puis la troisième polémique sur le journal irresponsable au moment de la sortie d'un film aux États-Unis. J'ai vu la dégradation du climat sociétal sur cette question-là. J'ai vu les scissions, j'ai vu les attaques, j'ai la mémoire de tout ça. Les chansons de rappeurs, crevez-les. Voilà, donc, bien sûr que c'est le procès de la peur, de la lâcheté et évidemment de la liberté d'expression. Si on ne traite pas ça, alors ça n'a pas de sens. Depuis les attentats, Richard Malka, les lois antiterroristes se sont multipliées en France. On a un besoin de sécurité, assurément, mais est-ce que vous pensez qu'il est aujourd'hui en train d'être satisfait, ce besoin de sécurité, au détriment de nos libertés, dont vous faites aussi le défenseur et le garant, y compris la liberté d'expression, y compris la liberté de manifester? Est-ce que vous avez ce sentiment, comme certains, et notamment François Sureau, qui est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, que aujourd'hui, l'État ne protège plus nos libertés? Alors, on a deux points de vue différents avec mon ami François Sureau. Évidemment, cette problématique existe et il faut être très, très vigilant. Maintenant, moi, je crois que les êtres humains sont faits comme cela. En fait, les libertés, c'est pas un besoin primaire. Le besoin primaire, c'est manger et pouvoir sortir de chez soi sans être trucidé. C'est ce que veut d'abord un être humain. La nourriture, la sécurité. S'il a ça, on peut commencer à penser à la liberté. Mais d'abord, il veut ça. Et le besoin de sécurité, effectivement, peut arriver à sacrifier les libertés. On veut d'abord survivre. On veut d'abord vivre. Donc être en sécurité. Le reste, c'est après. Donc c'est un devoir de l'État d'assurer la sécurité et c'est un préalable nécessaire à ce que l'on se préoccupe des libertés. Maintenant, il faut faire et quand il y a des menaces sur la sécurité, il faut les traiter. Je ne pense pas qu'on puisse dire on ne peut rien faire, il faut faire comme si rien ne se passait. Maintenant, il faut faire aussi très attention parce qu'il y a toujours, l'État peut toujours aller un peu trop loin. Donc ça existe, mais il existe aussi comme mouvement de menace des sécurités nos propres demandes, et en particulier sur la liberté d'expression. Là, bien sûr, là aussi, il faut faire gaffe, et je me suis élevé contre les lois, y compris celles qui veulent réguler Internet, parce qu'on cherche comment faire, mais on ne sait pas. Et en ne sachant pas, on peut arriver à des lois qui seraient pires que le mal. Donc il faut faire attention à ça. Mais il y a aussi une demande de nous-mêmes de censure dans cette propre faculté. Les suppliantes. Ces exemples-là, ou Mohamed Sifawi qui n'a pas pu s'exprimer. Et ça s'est passé dans beaucoup d'universités. Et ça, c'est la société qui demande ça. Et les exemples se multiplient. François Hollande, qui n'est quand même pas le pire, c'est pas un danger pour les libertés, François Hollande. On peut lui reprocher plein de choses, mais pas ça. On déchire son livre, on le brûle. Donc on a arrêté d'aimer la liberté d'expression. Il y a un désamour de la liberté d'expression et il y a un désamour du conflit.
Vous avez vu comment je fais la boucle? Ouais, mais allez-y. Comment vous bouclez? Comment vous bouclez entre les deux alors? Non, mais c'est la même chose. En fait, la liberté d'expression, c'est le conflit. C'est le conflit. Alors justement, François Sureau, lui, il estime qu'il y a un droit à la haine, évidemment pas un droit d'aller tuer son prochain, mais en tout cas dans les consciences, on devrait avoir le droit de pouvoir haïr. Et c'est aussi ce que vous mettez en scène dans ce roman Tyrannie, hein, cette capacité à détester, à haïr son prochain, un tyran, un dictateur. Est-ce que ça, c'est quelque chose, ce qui se passe dans nos consciences, dans nos têtes, qu'on ne devrait pas pouvoir poursuivre? Non, mais bah oui, ça, je veux bien plaider pour le droit à la haine. C'est pareil. Vous connaissez quelqu'un qui n'a jamais haï personne? Ça n'existe pas. On a absolument le droit de haïr, évidemment. Je pense, enfin, quand on pense aux pires dictateurs de l'humanité, évidemment qu'on peut avoir de la haine. De toute façon, il n'y a pas de loi pour interdire à quelqu'un de haïr. Il y a des lois pour interdire à quelqu'un d'exprimer sa haine. C'est différent. La liberté de conscience, elle est totale. La liberté d'expression, ça, elle est limitée. Alors, et là, il faut faire attention. Mais quand est-ce qu'il y a conflit de valeurs pour vous? Entre quelles valeurs? Justement. Non, mais si, oui. Alors, si je prends la liberté d'expression, bien sûr qu'il y a parfois, alors là, il y a un vrai conflit entre mon souci d'assurer une liberté d'expression la plus large possible. Tiens, ça peut être un cas de conscience aussi. Et puis parfois, je me retrouve de l'autre côté et je demande des condamnations, par exemple d'Alain Soral ou de Dieudonné. Et donc, c'est une restriction de la liberté d'expression, à raison de propos haineux. Et faut faire. Et donc je peux être parfois en contradiction avec moi-même parce que ça frotte. Il y a des cas où on ne sait pas trop si c'est le droit à la haine qui est légal, qui est dissible, ou si on passe dans de l'exhortation à la haine qui ne l'est plus. C'est compliqué parfois. On est à la frontière, on est à la limite, et là on se pose des questions. Et là on peut avoir des cas de conscience. Et d'où le sens de l'institution judiciaire, de la justice dans un moment comme ça, parce qu'il y a une tierce personne, il y a un arbitre pour décider de cela et trancher ce type de conflit avec des procès, des audiences qui le mettent en forme, d'après ce que vous nous disiez, qui ritualisent aussi la violence. On est en public du grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris pour quelques minutes encore avec vous, Richard Malka, dans le cadre de ce premier forum France Culture de l'année 2020 sur le thème de la société face au conflit, avocat, le conflit permanent. On en parle ensemble. Venons-en à cet autre espace aujourd'hui. On évoquait la comparaison entre ces deux espaces de débat, de confrontation, qui est d'un côté celui du procès, que serait de l'autre celui des médias. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'ailleurs de tribunal médiatique. Qu'est-ce qui fait la différence fondamentalement entre ces deux tribunaux-là, à vos yeux, Maître Malka? Ah non, pour moi, le tribunal médiatique, ça, c'est l'horreur. Mais ça existe depuis la nuit des temps. Le Cicéron en parlait déjà. C'est le jugement de la foule. Donc ça, c'est le contraire de l'état de droit. C'est le contraire de la démocratie. C'est la loi du plus fort, en fait. C'est celui qui crie le plus fort. C'est le lynchage. C'est le contraire de la justice. En même temps, vous êtes un avocat. C'est la tyrannie. Pardon, mais vous êtes aussi un avocat médiatique, c'est-à-dire sur beaucoup de causes ou d'hommes ou de femmes que vous défendez, vous passez d'abord, souvent avant même le temps du procès, devant les caméras pour aller défendre ces causes ou ces personnes. Ça a été le cas récemment dans l'affaire Mila, puisque vous défendez cette adolescente. C'est le cas aussi dans l'affaire Griveaux, puisque vous défendez cet homme politique. Vous utilisez les bons mots, vous dites « je défends ». Oui. Je n'accuse pas. Oui, mais dans une salle d'audience. Est-ce que vous les défendez aussi devant les caméras? Vous êtes encore avocat quand vous allez... Je suis en défense. Alors, je peux être... C'est une défense un peu particulière, je vous l'accorde. C'est autant du porte-parole. Mais ça veut dire que vous allez plaider leur cause devant un tribunal médiatique. Oui. Celui de l'opinion. Oui, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et aujourd'hui, dans ces causes-là, un avocat qui se limiterait à la salle d'audience et qui délaisserait l'opinion ne ferait pas son travail d'avocat. Il faut porter la parole de ses clients, surtout quand ceux-ci ne peuvent pas s'exprimer. Ce qui était le cas de Mila et ce qui est le cas de Benjamin Griveaux. Donc là, on devient effectivement un intermédiaire, un média soi-même, mais on défend.
On n'accuse pas. Donc la bataille médiatique, la bataille de on ne participe pas au lynchage. Mais la bataille de l'opinion est un préalable à la bataille judiciaire. Oui, ça je l'ai souvent dit. Dans ces cas-là, en tout cas, évidemment pas dans toutes les affaires, mais dans ce type d'affaires, c'est une nécessité. Il faut convaincre l'opinion aussi. Et ce qui se passe dans l'opinion finit par se retrouver dans la salle d'audience. Le travail sur les caricatures de Mahomet dans des affaires comme celle-là, d'abord c'est légitime parce que ce sont des débats de société, donc ça intéresse toute la société, donc on a une parole à porter et on a une œuvre de conviction à porter et on est vu comme de toute façon quelqu'un de subjectif, donc ça me va parce qu'on est avocat, on n'est pas, pour le coup on n'est pas journaliste ou éditorialiste, on est avocat, donc le public sait bien qu'on a un parti pris, donc on participe à la réflexion du public sur des débats de société et c'est notre travail que de porter cette parole-là aujourd'hui devant l'opinion publique parce que ça se passe là aussi. Les procès n'ont plus lieu uniquement dans la salle d'audience. Quelle est votre instance de régulation ultime aujourd'hui, Richard Malka? Du coup, les médias ou la justice? C'est ma conscience. Bon, et la pirouette passée, les médias ou la justice? Non, ça reste la justice, évidemment. Mais c'est compliqué parce que la pression est de plus en plus forte sur les magistrats. C'est très compliqué. Les affaires judiciaires, aujourd'hui, vous n'avez plus rien qui soit secret. Tous les procès-verbaux se retrouvent d'abord dans la presse. Donc le procès, il a lieu dans l'opinion. Comment vous voulez faire pour ne pas y aller? Autant où le secret était respecté, c'était possible, mais plus aujourd'hui. Mais in fine... évidemment, pour moi, c'est la justice. Sinon, je changerais de métier et je deviendrais journaliste. Hop, hop, hop. Je comprends pas du tout que vous applaudissiez à ce moment-là. C'est vraiment... L'espace médiatique, on en parle comme d'un espace informel où le rapport de force n'est pas le même que dans un tribunal. C'est ce qu'on disait à l'instant. Avec des réseaux sociaux, Internet, voire certains médias qui sont aussi en train de se substituer au fil du temps à cet espace qui était celui du tribunal, c'est-à-dire des lieux où des acteurs prétendent juger à la place d'eux. On le voit peut-être aussi en ce moment, je ne sais pas ce que vous en pensez, avec l'affaire Polanski, qui semble assez symptomatique de ça. Lors de la cérémonie des Césars, encore récemment, où le film J'accuse était nommé dans 12 catégories différentes, on a vu un réalisateur moqué, voire conspué. On a vu se lever et crier à la honte. Une réalisatrice et une actrice qui, la veille, avait jugé dans la presse américaine qu'un César pour Polanski, ce serait un crachat au visage des victimes de viols ou d'agressions sexuelles. Est-ce que là, on n'a pas un déplacement du procès et du conflit d'un espace qui est régulé, celui de la justice, à l'espace médiatique? Et pourquoi ça arrive? Oui, clairement. Alors, en plus, c'est pas n'importe quel espace médiatique. C'est un espace médiatique, de journalistes qui n'ont aucune conscience de ce qu'est la justice. Parce qu'il y a des journalistes spécialisés, vous le savez, en matière judiciaire. Ça aussi, c'est une confrérie. Il y a une très vieille et noble association des journalistes de presse judiciaire qui ont les codes, qui eux aussi ont cette sensibilité à la présomption d'innocence, aux notions juridiques. Mais là, on est complètement ailleurs. C'est-à-dire qu'on traite du droit en dehors complètement du droit. On traite de la justice totalement en dehors de la justice. Alors, je ne vais pas parler du cas Polanski en particulier, mais effectivement, il est symptomatique et il est symbolique d'un déplacement total d'une affaire qui est à l'origine judiciaire, que l'on traite comme une affaire judiciaire, mais en oubliant tous les codes judiciaires et en la traitant avec les codes de l'opinion qui est malléable, qui suit les phénomènes de mode. C'est quand même celui qui parle le plus fort que l'on entend. Qu'est-ce que c'est l'opinion? On n'en sait rien en fait. Est-ce que c'est 5000 personnes qui crient très fort ou 66 millions? Pardon, ou 66, j'aime pas les micros, même dans les salles d'audience. Donc on est dans la subjectivité totale. Moi, ça me va pas. Ça me va pas. Le procès, c'est dans une salle d'audience, c'est avec des codes. Et sinon, c'est dangereux. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Et parce qu'on choisit ses victimes. Pourquoi celui-là? Pourquoi pas un autre?
ça ne va pas. Certains diront que là, les procureurs, ce sont des associations, et notamment des associations féministes, qui peuvent, sur la cause, s'élever à juste titre, mais néanmoins, qui sont à l'attaque sur ces questions-là. Est-ce que ça ne risque pas de se retourner à un moment contre ce qu'elles défendent? Oui, je pense que si. Non, mais qu'il y ait, alors là, c'est complètement légitime, qu'il y ait une défense de ces associations, de la cause. Bien sûr, et la cause, elle est en plus, elle est essentielle. Mais là où ça me gêne, c'est quand on passe de la cause à des attaques ad hominem contre un tel ou un tel. Alors parfois, qu'il n'y a même pas de procès. Et là, on passe dans un monde où il y a plus de règles et où c'est extrêmement dangereux et où il y aura des drames, forcément. Avec des gens qui se trouveront accusés, qui ne supporteront pas de l'être, qui en finiront et dont on se rendra compte qu'ils n'y étaient pour rien. Ça ne peut pas se passer autrement. Nous, on le sait en matière judiciaire, parce que tout le monde se trompe, parce que tout le monde ment, parce que tout le monde règle des comptes. C'est comme ça. Donc, et oui, j'ai peur qu'à un moment, il y ait un retournement. Mais il faut en rester sur les principes. Il faut défendre une cause et on peut la défendre avec toute l'énergie que l'on veut. Mais avant d'attaquer une personne humaine, c'est un être humain, avec tant de violence, ça peut pas ne pas être codifié. Voilà, après, je ne m'exprimerai pas sur ce cas en particulier. Je vous dis juste qu'on a besoin de règles pour attaquer un être humain. Le problème, s'il y a ce déplacement de l'espace judiciaire à l'espace médiatique, cette bataille de l'opinion aussi sur ce type d'affaires, et on peut reprendre les mots de l'actrice Adèle Haenel, qui dit ne plus avoir confiance en la justice. C'est pour ça qu'elle n'a au départ pas porté plainte, parce qu'elle n'en attendait rien. On sait les questions de prescription sur ce type d'affaires aussi, la difficulté à prouver. Est-ce que pour vous, quelque part, ici, il y a aussi un désaveu de l'institution judiciaire, une crise de la représentation, une défiance qui s'exprime dans ce déplacement? Je peux entendre tout cela. Je comprends. Il y a beaucoup de critiques à faire à l'égard de l'institution judiciaire, mais aussi à l'égard du politique, parce que l'institution judiciaire est quand même le parent pauvre en matière budgétaire et que du coup les procédures prennent des années et qu'il n'y avait certainement pas une assez grande sensibilité, pas forcément de la justice, mais des institutions policières, enfin de toute la chaîne pénale sur ces affaires-là. Donc je peux comprendre ces critiques-là, mais ce que je ne peux pas comprendre, c'est je n'ai pas confiance dans la justice, donc je fais justice moi-même. Ça c'est pas possible. Et quand même, ça fonctionne. Alors, ça pourrait mieux fonctionner, la justice, mais ça fonctionne. On est quand même dans un état de droit. Il y a quand même des gens qui vont en prison pendant 30 ans pour ce type de fait-là. Donc ça existe et ça fonctionne. Là, on parle de vigilantisme ou d'auto-justice dans ce mouvement qui est en train de se mettre en place. Mais oui, mais c'est l'idée que donc, chacun peut faire justice soi-même. Mais c'est ce que je vous disais. On en arrive toujours à la barbarie. Et la barbarie, c'est toujours ce qui précède la tyrannie. Donc, défendre notre démocratie et nos institutions démocratiques, c'est aussi forcément s'inscrire dans un jeu collectif et dans lequel il y a une institution collective qui s'appelle justice, dont on voudrait qu'elle fonctionne mieux, c'est vrai, qu'il y ait des actions pour que la justice fasse plus attention à ce genre de cas. Oui, là oui. Et ça s'est fait ces dernières années-là. Mais ça ne permet pas de faire justice soi-même. On est dans une période de réajustement des institutions. 2020, la société face au conflit. Pour conclure, Maître Malka, comment réinventer la justice pour qu'elle redevienne aussi l'arbitre du conflit dans nos sociétés? L'arbitre légitime. Oui, bien sûr. Non, mais il n'y a pas à la réinventer. C'est ce qu'elle a toujours fait. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui et j'espère que c'est ce qu'elle continuera à faire demain. Sauf que ça dysfonctionne, c'est vrai. Mais ça dysfonctionne pourquoi? Parce qu'on a un nouveau code civil et un nouveau code pénal tous les 2 ans. C'est insupportable. On ne peut pas gérer ça. On ne peut pas digérer ça. Nous, il nous faut 20 ans pour avoir une jurisprudence fixée sur des règles. Les politiques nous changent tous les 2 ans.
Donc, à un moment, effectivement, ça dysfonctionne. Mais c'est le rôle de la justice d'arbitrer les conflits, c'est ce qu'elle fait depuis toujours, sauf que pour des raisons budgétaires aujourd'hui, on sort de la justice tout un tas, on déjudiciarise. C'est le nouveau mot à la mode, parce qu'on n'a plus les moyens de traiter. Donc, on fait de la médiation, on fait des ordonnances pénales, on évite le débat, parce que le débat, c'est trop compliqué, c'est trop coûteux, c'est trop de temps. Et là, il y a un vrai problème. Merci beaucoup, Maître Malka. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Et merci à la Sorbonne de nous avoir accueillis dans son grand amphi. Merci. Merci.